Je m'appelle Mila Dufresne. J'ai 33 ans. Le matin où l'on m'a appelée, la honte de la famille, devant 80 invités, alors que j'avais passé 10 ans à payer les factures de tout le monde, j'ai compris que la loyauté, sans limite, finit toujours par ressembler à une prison. On dit souvent que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce jour-là, pour moi, c'est la grande porte en bois du tribunal qui s'est fermée. Et ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était la fin d'une certaine version de moi-même, celle qui s'excusait en permanence, qui sortait sa carte bancaire dès que quelqu'un faisait la moue, qui croyait qu'être une bonne personne voulait dire ne jamais dire non. Quand je suis sortie du tribunal, Varsovie avait ce ciel de métal typique de l'hiver. Les marches étaient froides sous mes talons, le vent me piquait le visage. Dans ma main, l'ordonnance de divorce était encore tiède, la grande marque rouge brillante comme un sceau sur une lettre qu'on ne rouvrira jamais. Derrière moi, mon ex-mari, Piotr, avait disparu par la sortie latérale. C'était tellement lui, contourner les conversations, éviter les confrontations, laisser les autres faire le « sale travail » à sa place. Même pour notre dernière scène ensemble, il avait choisi de ne pas être là. Je me suis arrêtée au bas des marches, j'ai fermé les yeux une seconde. L'air sentait la poussière des trottoirs et les feuilles humides. Un parfum banal. Mais pour moi, à cet instant précis, c'était l'odeur de la liberté. Mon téléphone a vibré. Je ne l'ai pas tout de suite pris. Je savais déjà, sans regarder, que ce ne serait ni une amie, ni quelqu'un qui voulait simplement savoir comment j'allais. Il a vibré une deuxième fois. J'ai fini par le sortir de mon sac. Sur l'écran, Gozia belle-sœur. Un frisson m'a traversé. Rien à voir avec le froid. C'était ce réflexe conditionné qui s'était installé en moi au fil des années. Ce mélange d'appréhension et d'habitude, chaque appel de Gozia signifiait une chose, toujours la même. De l'argent. J'ai décroché. Allô? Et je dis, la voix un peu rauque. Mila. Enfin. Tu fais quoi, là? Tu sais depuis combien de temps j'attends? Sa voix couvrait un fond sonore de musique forte, de rire, de tintements de verre. Un salon de voiture, un restaurant, quelque part où l'on célèbre. Je suis au showroom BMW, lance ATL, radieuse. La voiture est là, tu m'entends? Série 5, blanche, intérieur cuir beige. Elle est magnifique. Tout le monde trinque. On n'attend plus que ton virement pour finaliser. Il manque juste 70 000. Tu fais ça maintenant, d'accord? Comme si elle me demandait de lui prêter du sel. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots 70 000 flottaient dans l'air entre nous, parfaitement légers dans sa bouche, incroyablement lourds dans ma tête. Tu es où, au fait? A-t-elle enchaîné. Tu n'es pas au bureau? Je l'ai laissé parler. Elle n'avait manifestement aucune idée d'où je sortais. Ou elle avait décidé de l'ignorer, ce qui revenait au même. Tu sais, continua-t-elle, le vendeur me fait déjà les papiers. J'ai dit que le virement allait arriver dans quelques minutes, comme d'habitude. Tu ne vas quand même pas me faire mentir devant tout le monde. Comme d'habitude. 2 mots qui résumaient parfaitement 10 ans de ma vie. J'ai regardé le papier dans ma main, ce rectangle blanc avec mon nom imprimé, la mention « mariage dissous » et la signature du juge. J'ai regardé le téléphone dans l'autre, comme si j'avais physiquement à choisir entre ces 2 objets. Je me suis entendu rire. Pas un grand rire, non. Un petit souffle amer. Puis quelque chose s'est mis en place, d'un coup. Comme quand on rentre enfin la bonne combinaison dans un coffre. Gozia, et je dis calmement. Tu achètes une voiture ou un yacht, là? Quoi? A-t-elle lâché, déstabilisée? Parce que dans les 2 cas, ça n'a plus rien à voir avec moi. Un silence. La musique derrière elle a semblé baisser. Comment ça, rien à voir avec toi? Tu es ma belle-sœur. L'argent de famille, c'est l'argent de tout le monde. Si toi tu ne paies pas, qui paiera? Tu veux que j'en parle à maman? Maman. Cette carte qu'elle jouait depuis des années. Je sentais presque le vieux réflexe en moi, celui qui me poussait à dire « d'accord, cette fois encore ». Mais ce jour-là, il n'est pas venu.
Tu te trompes sur un point, et je répondis en pesant chaque mot. Je ne suis plus ta belle-sœur. Le juge vient de prononcer le divorce. Dès maintenant, je suis une étrangère pour ta famille. Et une étrangère ne finance pas la voiture de la sœur de son ex-mari. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, j'ai appuyé sur « raccrocher ». Le monde autour de moi ne s'est pas transformé. Les voitures roulaient, les gens passaient. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se déplacer définitivement. Je venais de prononcer un « non » entier. Sans hésitation. Sans rattrapage derrière. Sans promesse de compensation. Ce « non » n'était pas né ce matin-là. Il avait mis des années à se former. Depuis le premier jour où j'avais franchi le seuil de la maison de Piotr, 2 valises à la main, mon diplôme de gestion sous le bras et cette naïveté tranquille de ceux qui pensent que les efforts et la gentillesse seront forcément récompensés. Ma belle-mère, Alina, m'avait accueilli avec des mots qui m'avaient paru chaleureux à l'époque. Ici, on partage tout. On est une vraie famille. Pas de compte entre nous, d'accord ? J'avais hoché la tête, touchée. Je ne comprenais pas encore que, dans certaines maisons, on partage tout signifie en réalité tu donnes tout. À ce moment-là, j'étais déjà chef de service dans une entreprise de comptabilité. Mon salaire était confortable. Je pensais qu'il servirait à bâtir notre avenir à Piotr et moi, un petit appartement, un jour peut être une maison, un voyage par an. Il a surtout servi à boucher tous les trous du budget de ses parents, à éteindre les incendies de Gozia, à soutenir les projets provisoires de Piotr. Les premiers temps, c'était presque invisible. Un mois, c'était la facture de gaz exceptionnellement élevée que Alina me montrait en soupirant. Un autre, c'était la machine à laver qui rendait l'âme, le frigo qui devait être changé, les médicaments qui coûtaient une fortune. Chaque fois, je me disais, ce n'est pas grave, je peux aider. Je faisais un virement. Sans contrepartie, sans reçu, sans même y penser comme à un prêt. Je croyais que c'était ça, la famille, combler les manques. Piotr, lui, restait toujours en retrait. « Merci, chérie », disait-il en embrassant ma joue. « Tu es vraiment incroyable. » Puis il retournait à son ordinateur, à ses jeux ou à ses projets théoriques d'investissement qui finiraient bien par marcher. Gozia, elle, n'avait même pas besoin de jouer les discrètes. Elle entrait dans la cuisine avec ses ongles manucurés, posait son sac de marque sur la table et lançait, naturellement, « Mila, tu ne pourrais pas me dépanner de 10 000 ?» Juste pour quelques semaines, le temps que mon patron me rembourse des frais. Quelques semaines devenaient quelques mois. Puis plus rien. Chaque fois que j'essayais de glisser le mot « remboursement » dans une conversation, elle riait. « Tu es vraiment comptable jusqu'au bout des ongles, toi. » Relax, on est en famille. Et Alina ajoutait « Arrête d'être si rigide. L'argent, ça va, ça vient. L'important, c'est l'harmonie. » L'harmonie. Ce mot qu'on utilisait pour couvrir toutes les injustices. Pendant 10 ans, j'ai écrit des colonnes de chiffres pour les autres, au travail comme à la maison. Au bureau, j'équilibrais des bilans, je traquais les erreurs d'écriture, je conseillais des clients sur leurs investissements. Chez moi, j'essayais d'équilibrer un autre bilan, invisible, celui de ce que je donnais, de ce que je recevais, de ce que je perdais. Peu à peu, la colonne « perte » a commencé à déborder. Les vacances que je n'ai pas prises pour financer celles de la famille. Les chaussures que je portais jusqu'à ce que la semelle se perce, parce que ce n'est pas le moment de dépenser pour des futilités. Les nuits blanches passées à finir des dossiers supplémentaires pour arrondir les fins de mois, pendant que, dans le salon, Alina riait aux éclats devant une émission de variété et que Gozia commentait des stories sur Instagram. Je m'asseyais parfois au bord du lit, tard, avec la lumière du couloir qui filtrait sous la porte. Piotr dormait déjà. Je le regardais et je me demandais à quel moment, exactement, l'homme que j'avais aimé s'était effacé derrière le fils de sa mère, derrière le frère de sa sœur, derrière l'homme qui trouvait plus facile de me laisser porter que de dire « stop » aux autres. Le jour où j'ai découvert le prêt à mon nom, quelque chose s'est fissuré. C'était un samedi matin. Je rangeais le bureau de Piotr, comme souvent. Il avait cette façon de laisser des papiers partout, des relevés bancaires ouverts, des contrats à moitié lus. Une enveloppe blanche était tombée derrière le tiroir.
Je l'ai ouverte sans y penser. À l'intérieur, un contrat de crédit rapide. 20 000 zlotys. Mon nom en haut. Ma prétendue signature en bas. J'ai senti le sang quitter mon visage. La signature était presque parfaite. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas mon écriture, elle aurait été identique. Moi, je voyais toutes les petites différences. Je suis allée le trouver dans le salon, le contrat à la main. Que est-ce que c'est que ça, Piotr ? Il a blêmi. Il a bafouillé quelque chose, une histoire d'urgence, de ne pas vouloir m'inquiéter, de Zuzia, une cousine, qui avait eu besoin d'aide. Puis, très vite, le vrai motif est sorti, à compte pour une nouvelle voiture que Gozia voulait absolument. La vieille marchait encore, mais ne faisait plus assez d'effet. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas une explosion. C'était un froid, profond, qui montait du ventre jusqu'à la gorge. Alors tu as imité ma signature pour que ce soit plus simple ? Et je demandai. Il n'a pas dit oui. Mais il ne l'a pas nié. Il m'a supplié de ne pas faire de scandale, de ne pas aller à la police, de penser à sa carrière, de ne pas humilier la famille. Ce soir-là, une phrase s'est imprimée en moi. Si je ne me protège pas moi-même, personne ici ne le fera à ma place. Un mois plus tard, je déposai une demande de divorce. Discrètement. Rationnellement. Comme on clôt un dossier après avoir constaté que les chiffres ne pourront jamais s'équilibrer. Et nous revoilà au pied du tribunal avec l'appel de Gozia. Avec ma réponse. Avec ce silence après l'avoir raccroché, qui n'était pas vide, pour une fois. Le téléphone s'est remis à vibrer. Gozia. Puis Alina. Puis Piotr. Je les ai laissés aller sur la messagerie. Je sentais que, si je restais dehors à tourner en rond, j'allais finir par me laisser happer à nouveau. Par répondre à un message de trop. Par me justifier. Je me suis mise en marche. Pas vers chez eux. Vers chez moi. Petit appartement dans un quartier ordinaire, acheté à moitié grâce à un prêt que je remboursais seul. Un espace sans leur voix, sans leurs remarques, sans leurs attentes. En chemin, une idée a germé. Une idée qui, au début, m'a fait un peu peur. Puis qui m'a semblé juste. Je n'avais pas seulement le droit de dire non à un virement. J'avais le droit de poser, noir sur blanc, ce qu'il m'avait pris. Et de décider ce que j'étais prête à laisser derrière moi et ce que je voulais récupérer. Je suis montée chez moi, j'ai posé le jugement sur la table, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert un nouveau document. En titre, j'ai écrit Mila VS. Dufresne compte de 10 ans. Et j'ai commencé à taper. Je n'ai pas commencé par les gros montants. J'ai commencé par les petites choses, celles qu'on finit par oublier parce qu'on se dit « ce n'est pas grave ». Un dîner payé, exceptionnellement, ici, une facture un peu élevée, là, un prêt pour rendre service. Ligne après ligne, j'ai noté la date, le contexte, la somme, à qui cela profitait réellement. Très vite, le document a pris du volume. Mon écran affichait un long défilement de chiffres qui racontait une histoire bien plus précise que tous les discours de « famille unie » qu'on m'avait servi. Je voyais noir sur blanc ce que je savais déjà confusément. Pendant 10 ans, j'avais été le principal moteur financier d'un système qui ne me considérait pas comme une personne, mais comme une ressource. À côté de mon ordinateur, j'ai posé un petit carnet bleu que je traînais partout depuis quelques mois. Dessus, j'avais griffonné des pensées, des phrases entendues, des promesses non tenues. C'était un autre type de comptabilité, celle des émotions. Dans une colonne, j'avais écrit ce qu'ils disent que je suis. Dans l'autre, ce que je suis vraiment. Du côté gauche, il y avait trop sensible, trop stricte, trop sérieuse, pas assez fun, trop attachée à l'argent. Du côté droit, j'avais noté responsable, constante, loyale, incapable de me voir autrement que comme un portefeuille. Plus je lisais ces mots, plus une évidence s'imposait. Ce n'était pas moi qu'il fallait corriger. C'était le rôle qu'on m'avait assigné qu'il fallait quitter. Le téléphone s'est remis à vibrer, insistant. J'ai jeté un coup d'œil, encore Gozia. Puis un message a surgi en haut de l'écran, venant de Piotr cette fois, on doit parler calmement. Tu ne peux pas nous faire ça juste après le jugement.
Ce n'est pas logique. Je me suis surprise à sourire. Pour lui, ce qui n'était pas logique, ce n'était pas qu'on demande à son ex-femme de payer la voiture de sa sœur le jour du divorce. C'était que je refuse. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris mon sac, glissé le carnet bleu et le jugement de divorce dedans, enfilé mon manteau. Je savais très bien où j'allais. Le showroom BMW de l'avenue Jerozolimski brillait comme un vaisseau spatial posé au milieu de la ville. De grandes vitrines, des voitures alignées comme des statues, des gens en manteaux élégants qui se promenaient entre les modèles. Je suis entrée. L'odeur du cuir neuf et du café fraîchement moulu a enveloppé l'air. Je l'ai vu tout de suite. Gozia, robe ajustée, talons aiguilles, téléphone à la main, entourée de 2 amis impeccablement maquillés. À côté d'elle, un homme en costume, probablement le vendeur, souriait avec cette politesse professionnelle qu'on réserve aux clients importants. Elle discutait, riait, montrait la voiture comme si elle l'avait déjà à son nom. Sauf que, pour l'instant, ce n'était vrai que dans sa tête. Je me suis approchée à distance, sans me signaler. Je voulais voir la scène, entière, avant d'y entrer. Oui, ma belle-sœur fait le virement, disait-elle au vendeur. C'est toujours elle qui gère les gros montants. Elle est très efficace. J'ai senti mon estomac se contracter. Même là, même aujourd'hui, elle parlait de moi comme d'un service. Pas comme d'une personne. Le vendeur a hoché la tête. Bien sûr, a-t-il répondu. Dès que les fonds arrivent, nous finalisons le dossier. Je me suis avancée. Les fonds n'arriveront pas, et je dis calmement. Gozia s'est retournée brusquement. Pendant une seconde, je l'ai vue hésiter entre un sourire automatique et un froncement de sourcils. Le froncement a gagné. Mila? Tu es là depuis longtemps? Pourquoi tu n'as pas répondu à tes messages? Tu sais qu'on est pressé, là. Je me suis plantée devant elle. Je n'avais pas besoin de parler fort. La tension dans ma voix suffisait. Je viens du tribunal et je dis. Tu le sais? Elle a levé les yeux au ciel. Oui, le divorce, tout ça. On en reparlera plus tard. Maintenant, j'ai besoin que tu, non, et je coupais. Ce mot s'est placé entre nous comme une barrière. Les amis de Gozia ont échangé un regard. Le vendeur a reculé d'un pas, par réflexe. Comment ça, non? A-t-elle demandé. Tu ne vas pas me faire ça ici. Tu as toujours payé, Mila. Justement, et je répondus. J'ai toujours payé. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai posé mon sac sur une petite table basse du coin salon, j'en ai sorti la feuille du tribunal et je l'ai posée devant elle. Regarde bien, Gozia. Ce n'est pas juste un papier administratif. C'est la fin officielle d'un système où tu pouvais me traiter comme un bancomat. Ce système est terminé. Elle avait blêmi. Mila, tu exagères. On est de la même famille, divorce ou pas. Ne dramatise pas. Tu sais très bien que je n'ai pas cet argent et que toi, tu l'as. Tu ne vas pas, si, et je dis. Je vais garder mon argent pour moi. Et toi, tu vas apprendre ce que ça fait de vivre avec tes propres moyens. Je sentais les regards se tourner vers nous. Ce genre de scène attire toujours l'attention. Gozia a jeté un coup d'œil autour d'elle, mal à l'aise. Tu veux vraiment faire un scandale? Chuchota-t-elle. Devant tout le monde? Ce n'est pas un scandale, et je dis. C'est simplement la vérité qui sort de ta petite bulle. Je me suis assise, invitant d'un geste le vendeur à s'approcher. Monsieur, et je dis, pourriez-vous vérifier quelque chose pour moi? La voiture que madame veut acheter est-elle déjà payée? Il a consulté son écran. Nous avons reçu un acompte, a-t-il répondu. Mais la somme restante n'est pas encore créditée. Nous attendons un transfert. Ce transfert n'aura pas lieu, et je confirmai. Et l'acompte vient d'un crédit contracté frauduleusement avec ma signature imitée. Le compte est en cours d'enquête. Si vous avez besoin de pièces, je peux vous transmettre les documents. Le visage du vendeur s'est légèrement tendu. Il n'a pas fait de commentaire. Il a simplement dit « Je comprends ». Dans ce cas,
Nous allons suspendre la procédure, le temps d'y voir clair. Gausia m'a lancé un regard qui aurait pu brûler du métal. Tu es complètement folle, Mila. Tu vas mettre Piotr dans une situation horrible. Tu vas détruire sa carrière. Piotr s'est mis dans cette situation tout seul et je répondis. En imitant ma signature, en prenant un crédit derrière mon dos, en comptant sur le fait que je me tairais. Je ne me tais plus. Je me suis levée. Pendant 10 ans, vous avez confondu ma gentillesse avec une obligation. Vous avez pris mon salaire, mon temps, mes nuits blanches, mon énergie. Aujourd'hui, je reprends en moi une chose, mon droit de décision. Je l'ai regardé dans les yeux. Si tu veux une voiture, achète-la avec ton argent. Pas avec le mien. Je me suis tournée vers le vendeur. Merci pour votre temps. Je vous souhaite de trouver un client qui paie vraiment. Et je suis sortie. Sur le trottoir, l'air froid m'a frappé au visage. Mais je me sentais plus légère qu'en entrant. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Piotr, cette fois. Je l'ai laissé sonner, puis passer en messagerie. Je savais exactement ce qu'il dirait, qu'il faut rester raisonnable, penser à la famille, ne pas tout casser pour une histoire d'argent. Une histoire d'argent. Ce qu'il ne comprendrait probablement jamais, c'est que ce n'était pas qu'une question de zloty. C'était une question de respect, de confiance, de place. Je me suis mise à marcher sans trop savoir où j'allais. Le vent m'a ramené l'odeur des bretzels d'un vendeur ambulant, le bruit des trams au loin, les conversations de passants. La ville vivait, indifférente à ma petite révolution personnelle. Je me suis arrêtée devant une vitrine qui reflétait ma silhouette. Je ne voyais plus la femme qui s'excusait de prendre de la place. Je voyais quelqu'un qui venait, enfin, de poser un cadre. Je me suis dit, le vrai travail commence maintenant. Plus de transferts automatiques, plus de prêts silencieux, plus de « c'est plus simple si je m'en occupe ». Il faudrait réapprendre à vivre pour moi, à dépenser pour moi, à dire oui à ce qui me nourrit au lieu de nourrir un système qui m'écrase. Je ne savais pas encore à quoi ressembleraient les prochaines semaines. Il y aurait sûrement des cris, des reproches, des larmes. Peut-être des tentatives de culpabilisation. Mais quelque chose avait changé de camp. La culpabilité n'était plus chez moi. Elle retournait, enfin, à ceux qui avaient construit leur confort sur mon effacement. Je me suis remise en marche, plus droite, plus sûre. Cette fois-ci, je ne reculais plus.